Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir. Bienvenue au Collège des Bernardins, ce lieu chargé d'histoire qui est aujourd'hui un lieu de formation pour tous et maintenant pour tout le monde, où que vous habitiez, puisque grâce à ces nouvelles technologies, nous avons pu mettre à profit un nouveau campus digital auquel vous pouvez vous connecter. Donc c'est aussi un lieu d'exposition, un lieu culturel éminent. Voilà, c'est un lieu de dialogue aussi avec le monde contemporain, avec la culture. Et c'est à ce titre que nous avons enclenché un partenariat avec les entretiens de Royaumont depuis quelque temps maintenant. Partenariat qui avait été un petit peu mouvementé par le Covid, malheureusement. Mais voilà, grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase. Et nous sommes tellement heureux de pouvoir vous accueillir avec Jérôme Chartier, qui est un fidèle aussi du Collège des Bernardins et qui est le président des entretiens de Royaumont. Voilà, nous reprenons ce cycle aussi de conférences. Et il nous a semblé juste, en lien aussi avec les thèmes que prend les entretiens de Royaumont, de travailler cette question de l'engagement. Voilà, parce que dans ce temps de doute, dans ce temps aussi où règne parfois l'éphémère, l'inconstance et parfois les ruptures qui nous touchent parfois de près, nous avons voulu nous pencher sur cette question. Est-il possible de s'engager, de toujours s'engager à la vie, à la mort ? Alors, pour cela, nous sommes heureux d'accueillir un magnifique panel de haute qualité et que nous avons hâte d'entendre. Et avant de laisser la parole à Philippine de Saint-Pierre, qui va animer ces tables rondes, je voudrais laisser quelques instants la parole à Jérôme Chartier, si tu veux bien, Jérôme. C'est une manière aussi de te dire notre amitié. Merci Laurent, bonsoir à tous. Je n'ai aucune responsabilité sur ce que vous êtes en train de lire, c'est-à-dire Royaumont, The Place to... Je parle pas anglais, mais The Place to Think, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est pas vrai, c'est pas là où on pense aux entretiens de Royaumont. En tout cas, c'est pas le seul endroit où on pense. On pense dans beaucoup d'endroits, on pense ici, on pense partout. Et c'est quand même ça qui est toujours la joie de s'associer à des initiatives où on pense. Et je trouve que ce que fait le Collège des Bernardins, toute son équipe, sous la direction de Laurent, est toujours extrêmement riche et extrêmement profond. Et c'est la raison pour laquelle les entretiens de Royaumont y ont trouvé très naturellement leur place. Le plateau est splendide. Les personnes qui vont s'exprimer sont inspirantes. Et au fond, ce thème de l'engagement va très bien avec le thème général des entretiens de Royaumont cette année, qui est la troisième voie. Autrement dit, lorsque on oscille entre le défaitisme ou la radicalité, il y a peut-être autre chose, ce qu'on appelle un autre possible, ce que le philosophe François Julien a essayé de théoriser dans l'esprit de la décoïncidence, qui est son dernier ouvrage. Et au fond, l'engagement prend une place très puissante dans le cadre de l'esprit de la troisième voie, et c'est la raison pour laquelle on a trouvé très bien que le Collège des Bernardins s'inscrive dans cette réflexion sur l'engagement et décide d'en faire une forme de prologue des entretiens de Royaumont cette année, qui vont se dérouler les 2 et 3 décembre à l'abbaye de Royaumont. Mais je voudrais vous dire que les entretiens de Royaumont ont aussi une vocation qui est d'encourager l'esprit français à travers le monde. C'est la vocation que l'on s'est assignée lorsque les entretiens ont commencé à très bien marcher il y a quelques années. Ça fait maintenant 20 ans qu'on existe, en 2003. Et que cette année, nous allons être dans plusieurs endroits. Quand je dis cette année, c'est de septembre 2022 à septembre 2023. Nous allons être à Madagascar, nous allons être à New York. Nous étions à Casablanca le 2 juin. Et à chaque fois, ce sont des personnes, généralement par le truchement d'organisations territoriales, qui prennent l'initiative de lancer les entretiens de Casablanca, les entretiens de New York, les entretiens de Madagascar
Et bien sûr, nous, on est là pour les soutenir et pour les aider à faire vivre l'esprit français au-delà des frontières. Et c'est la raison pour laquelle, dans cet esprit, je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu. Il ne le sait pas encore, mais je vais demander à quelqu'un de venir me rejoindre. Est-ce que le président Buntel serait là par hasard encore? Il est parti? Bon. Il est là? Viens, Geoffroy, viens me voir. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui est le président des entretiens d'Abu Dhabi et qui est de passage à Paris. Il s'appelle Geoffroy Buntel. Il est le président de la Chambre française de commerce et d'industrie aux Émirats arabes unis. Et le 14 novembre prochain, il organise les entretiens d'Abu Dhabi dans l'esprit des entretiens de Royaumont sur le thème des Émirats arabes unis, un hub de compétences. Et voyez-vous, c'est l'esprit français qui va se trouver aux Émirats arabes unis grâce à Geoffroy et à son équipe. Alors je voulais simplement vous le présenter. Tout ça, c'est des initiatives qui sont d'abord de l'engagement. Et en l'occurrence, pour introduire la notion d'engagement, eh bien, ça me fait très plaisir de vous présenter Geoffroy Buntel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis un peu passé là en voyant de la lumière. Je savais que cet événement se tenait. J'avais reçu une invitation, mais j'étais à Lima juste avant et j'ai un engagement juste après. Et en passant, je me suis dit, allez, je suis sûr que Jérôme va me faire bon accueil. Je ne pensais pas que ce serait au point de me demander de parler en public. En tout cas, je suis ravi d'être là avec vous. C'est un superbe thème. On est ravis de vous accueillir le 14 novembre à Abu Dhabi. Si certains aussi passent en voyant de la lumière, ils seront les bienvenus. On vous rendra l'ascenseur. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée autour de ce thème très engageant. Merci, Jérôme. Voilà, et donc sans plus attendre, nous laissons la parole à Philippine. Merci d'être là aussi avec nous. Merci Laurent, bonsoir à tous. Les invités de la première table ronde, si vous voulez bien me rejoindre, Julien, Hugo, Maxime, sœur Marie-Élie. On va leur laisser le temps de prendre place et pendant qu'ils s'installent, je voudrais partager avec vous un petit bout de ma préparation. D'abord, ça la rentabilise. Puis c'est pour vous montrer aussi que les préparations des journalistes, c'est pas toujours très très compliqué parce que la première chose que j'ai faite en sachant que j'allais animer cette soirée, c'est de chercher sur un moteur de recherche bien connu que je ne nommerai pas quelles étaient les réponses à la question s'engager à la vie et à la mort. Alors c'est embêtant parce que quand on tape s'engager à la vie et à la mort, il n'y a que des réponses sur la mort, donc c'est un mot qui prend le pas dans l'algorithme sur tout le reste. Alors j'ai cherché s'engager pour la vie. Et je voulais juste vous donner quelles sont les premières réponses qui apparaissent. La première, c'est le GIGN, le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale, parce que s'engager pour la vie, c'est sa devise. La deuxième, c'est un article du journal La Croix. S'engager pour la vie, est-ce pour vous une illusion, un pari, une question de confiance ou de volonté? C'est pas une mauvaise question. Et la troisième, c'est association.gouv.fr. Créer, développer et gérer son association, le site du secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire. J'en tire pas de conclusion, mais ça m'a semblé déjà intéressant dans l'éclectisme que ça représente. Le Larousse nous dit que l'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les définitions des dictionnaires parce qu'il y a des tautologies qui sont magnifiques. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément tout compris. Promesse, convention ou contrat par lequel on se lie, contracter un engagement, faire honneur à ses engagements. Mais c'est aussi le fait de prendre parti sur des problèmes politiques ou sociaux par son action et par ses discours. C'est aussi un acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne un sens à son existence. Et puis, ça n'est pas à mon voisin que je l'apprendrai, en sport, c'est aussi le synonyme du coup d'envoi. Donc, je vais sans plus tarder donner la parole aux invités de cette première table ronde. Je vous les présente d'abord très, très rapidement, et puis on aura l'occasion d'entendre chacun. Julien Pierre, PDG de Fairplay for Planet, on va en parler dans un instant. Hugo Biolay, maire de Vinzieux, dans l'Ardèche. Sœur Marie-Élie, bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre. Et Maxime de Rostolan, entrepreneur, militant, écologiste, agitateur. Voilà, je l'ai dit, tant pis Maxime, je l'ai dit, agitateur. Alors, on va commencer avec vous, Julien. Peut-être pour ceux qui n'auraient pas très très bien suivi, vous avez derrière vous maintenant une grande carrière de rugbyman professionnel. On ne va pas citer tous vos titres parce que vous les avez quasiment tous eus. Mais
on peut dire que vous avez aussi, dès le départ, un grand intérêt pour la nature, pour les animaux. Vous avez grandi dans un parc animalier. Et puis vous avez fait en 2009 un voyage à Sumatra qui vous a beaucoup marqué. Et au retour, vous avez créé une fondation pour la protection de l'environnement qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Play for Nature. Et au moment de la retraite sportive, qui arrive tôt, en 2018, vous avez voulu allier ces deux facettes, le sport, la question de l'environnement, de la préservation de la planète. Et vous avez fondé Fair Play for Planet en 2020. C'est le premier label environnemental des clubs et des événements sportifs. Alors ce sera sans doute présent dans votre réponse à la question qui nous rassemble en ce moment. Est-ce que pour être fécond, l'engagement doit être radical? Est-ce que c'est cette vision que vous portez dans votre fondation? Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de cette invitation. Merci pour cette présentation. Je crois que l'engagement est nécessaire et doit être incarné, doit être profondément ancré et il doit être véritable quelque part. Après, chacun prend le degré d'engagement qu'il souhaite également. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de s'engager et c'est important. Et en tout cas, pour ma part, je ne pourrais pas faire autrement. Voilà, donc oui, l'engagement doit être jusqu'au bout. À côté de vous, Hugo Biolay, maire de Vinzieux. Alors, vous avez été élu au premier tour des municipales avec 70% des suffrages exprimés en mars 2020. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait gagné. Alors, pardon, je vais le dire, on le dit à chaque fois qu'on vous présente. Et j'imagine qu'à force, ça doit vous exaspérer. Mais vous avez été élu à 18 ans. Plus jeune maire de France, vous êtes encore étudiant et vous avez tout de même gagné la confiance de vos électeurs dans cette bourgade de 450 âmes où vous avez grandi, où au moment où vous arrivez comme maire, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'école, il n'y a quasiment plus de vie économique et sociale. Et c'est en portant ce projet de faire revivre les lieux que vous allez vous présenter devant les électeurs et notamment créer des événements culturels pour créer du lien, valoriser le patrimoine. Alors, j'ai regardé pour préparer un certain nombre d'interviews que vous avez données et évidemment, on vous pose toujours la question, qu'est-ce que ça fait d'être maire aussi jeune? Et je me souviens d'un confrère que je dénoncerai pas qui vous demande, mais est-ce que c'est complexe d'être maire à 20 ans? Et vous lui avez répondu, c'est pas complexe d'avoir 20 ans, c'est complexe d'être maire. Voilà. Alors, c'est sur votre engagement ce soir et non pas sur votre âge qu'on voudrait vous entendre. Oui, mais merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation, déjà. Si je devais dire deux mots sur la radicalité et l'engagement, je dirais que c'est une question qui m'a un petit peu interloqué parce que moi, je me suis pas du tout engagé en me disant, et je ne m'engage pas aujourd'hui en me disant est-ce que je suis radical. Bon, c'est pas du tout une question que je me pose parce que finalement, je me suis engagé pour être utile. Et c'est vrai, quand je me suis présenté, j'ai commencé par faire un petit état des lieux, même en gros état des lieux de ce qu'il y avait dans le village et de comment je pouvais faire pour faire en sorte à ce que la vie des gens dans mon village soit un petit peu meilleure quand je parte par rapport à quand je suis arrivé. Mais ceci étant, c'est quand même une très bonne question et elle m'amène à deux réponses. D'abord, l'engagement doit-il être radical parce que on y passe du temps? Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte et je suis rentré, j'ai mis le doigt dans un engagement et puis j'y suis rentré tout entier et maintenant ma vie entière en est dévolue. Et d'ailleurs, je dis d'abord que je suis en engagé. Avant de dire que je suis maire, parce que je fais tout un tas d'autres choses à côté, je m'engage un petit peu partout là où je pense que je peux être utile. Et donc ça, c'est le premier point, mais je dirais que c'est pas forcément nécessaire parce que chacun va mettre l'engagement qu'il veut dans sa vie. En termes, il y en a qui vont avoir des petits moments de leur vie où ils vont s'engager beaucoup, d'autres qui vont s'engager pleinement toute leur vie, etc., etc. On a autant de profils que de personnes. Et puis le deuxième, c'est que quand on reprend la racine du mot radical et qu'on voit que, justement, ça veut dire racine, radical, racine, là oui, je pense qu'un engagement pour être utile doit s'attaquer, en tout cas on doit toujours chercher à s'attaquer à la racine du problème. Et aujourd'hui, on a d'énormes défis devant nous, ils sont vraiment immenses.
Et pour ne pas citer le principal, c'est la grande crise environnementale, climatique, on l'appelle un petit peu comme on veut. En tout cas, elle est globale. Et là, on a besoin d'engagement. Et on a besoin d'engagement qui soit, ça peut paraître être en oxymore, mais radicaux, mais mesurés, raisonnables. On reviendra certainement là-dessus. À vos côtés, Sœur Marie-Élie. Alors, Sœur Marie-Élie, vous êtes née dans le nord de l'Angleterre, dans un merveilleux pays de lacs et de montagnes à la frontière de l'Écosse. Et vous êtes venue en France pour un premier job, un beau job de contrôleur de gestion dans une bonne boîte. On a envie de dire qu'est-ce qui s'est passé. En fait, vous êtes allé visiter la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et ça a fait résonner un appel, puisque vous êtes engagé à 23 ans dans cette congrégation. En 1997, vous êtes restée religieuse à la basilique, dans la communauté de la basilique, pendant 18 ans. Après, vous avez changé de communauté, mais alors vraiment pas très très loin. Vous êtes allé au prieuré Saint-Benoît, pour les Parisiens, c'est juste à côté. Et puis là, vous voilà revenu à la basilique, puisque par le chapitre d'octobre 2020, il y a juste 2 ans, vous avez été élu prieur général de la congrégation. C'est radical quand même. Oui, c'est radical. Donc, oui, en effet, donc, ça fait bientôt 2 ans donc, que je suis prieur général. Donc, sur les questions de l'engagement, cet engagement de prieur général de service qui me demandait aujourd'hui s'enracine dans cet appel initial d'il y a maintenant presque 25 ans. Et en fait, moi aussi, ça m'a un petit peu interpellée cette question, parce qu'il y a une part de radicalité le jour qu'on pousse la porte, qu'on demande d'entrer au postulat, c'est sûr qu'il y a une radicalité, on quitte tout, y compris son pays, pour mon cas. Radicalité aussi le jour qu'on prononce le vœu perpétuel, donc c'est pour toujours, et toujours ça dure longtemps. Mais en même temps, je pense que cet engagement pour nous se vit de manière beaucoup plus humble, beaucoup plus cachée peut-être dans le quotidien. C'est non moins prenant, mais peut-être une radicalité qui se voit moins, mais qui se vit pour le coup dans le quotidien, dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans la vie de prière ou dans la vie d'accueil. Merci d'être là. Et puis, à vos côtés, Maxime de Rostolan. Alors Maxime, donc je l'ai dit, entrepreneur, militant, notamment engagé dans le domaine de l'agroécologie, de la permaculture, de la défense de la biodiversité. On ne va pas citer toutes vos initiatives parce qu'il y en a plein, mais on peut citer en 2012 le lancement de Bluebees, une plateforme de financement participatif en agroécologie. En 2013, la ferme de la Bourdésière, le premier projet de l'association Ferme d'Avenir. En 2019, la Bascule, qui mobilise des jeunes dans un mouvement de lobbying citoyen vers la transition écologique. Et puis ces temps-ci, d'ailleurs, je ne sais pas la date, 2021, Selcop. Selcop, c'est le dernier projet coopératif de transport de passagers à la voile. Et pour ceux qui veulent en savoir plus et y réfléchir aussi, en octobre 2020, vous avez publié En avant chez Michel Lafon. Maxime, je me souviens que les évêques de France, dans un moment étrange, vous avez invité à parler devant eux et vous leur aviez dit, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'aujourd'hui, l'économie, on compte mal. Et on compte mal parce qu'un supertanker qui s'écrase sur nos côtes, ça fait du PIB. Et vous leur aviez expliqué, parce que oui, il va falloir engager des entreprises pour nettoyer, il va falloir transporter quand même ce qu'on a pu sauver de la cargaison, il va falloir reconstruire un supertanker, et donc ça fait du PIB, donc ça fait de la croissance. Donc un supertanker qui s'écrase sur nos côtes, ça fait de la croissance. C'est bien la preuve que dans notre économie aujourd'hui, on calcule mal. Alors, vous avez des propos assez radicaux, vous engagez sur plein de combats. Est-ce qu'il faut être radical pour être fécond ? Bonjour tout le monde, merci. Ça dépend de quel engagement. Si on s'engage pour prolonger la croissance et le PIB, il va falloir avoir un engagement très mesuré. En tout cas, j'aimerais bien. En revanche, il y a un sujet, je suis désolé, on m'invite pour ça. On a perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans. Si on veut que nos petits-enfants aient des petits-enfants, il va juste falloir qu'on laisse dans le sous-sol 2/3 des réserves de pétrole connues.
Et au rythme auquel on va, dans 7 ans, on les a cramés. Donc, sur ce sujet qui est la survie de notre civilisation, de notre espèce, rien que ça, ouais, je pense qu'il va falloir revenir à la racine et se dire où est le problème. Un des problèmes, c'est qu'on compte mal. Un des autres problèmes, c'est que tout le monde s'en fout. Enfin, une grande partie des gens s'en foutent. Et donc, je suis ravi. On a discuté un petit peu avec Julien sur l'engagement des sportifs qu'ils doivent avoir. Et je pense que c'est important que les gens qui ont pignon sur rue et qui embarquent des gens soient, sinon radicaux, au moins conscients. Exemplaires, ce serait super. Donc voilà, je pense que clairement sur le sujet de l'écologie, le GIEC nous donne 10 ans pour changer radicalement. C'est pas mon terme, c'est le leur. Donc voilà, donc il va falloir s'engager radicalement pour l'écologie très vite. Et donc du coup, j'invite tous les gens qui... je suis désolé, je pique. Hein, on m'a dit je suis là pour ça. Mais on parle d'avion, hein, on parlait de tout ça. Moi, j'ai arrêté de prendre l'avion il y a 10 ans. Et globalement, je pense qu'aujourd'hui, prendre l'avion comme on prend le métro, et on en discutait un petit peu, parfois c'est absolument nécessaire et indispensable. Le Covid et le confinement ont montré qu'en fait, non, la Terre, elle continue à tourner quand un tel a décidé ne pouvait pas prendre l'avion. Et donc voilà, donc, il y a des... Je suis désolé, je suis là pour ça, hein, on m'a dit. Hein, donc, mais il va falloir, à un moment ou l'autre... Il ne faut pas contrarier le naturel. Pardon ? Il ne faut pas contrarier le naturel. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est absolument indispensable. Et il n'y a pas de sujet, le sport ou quoi d'autre, ou le développement économique, à 55 degrés, on n'en fera plus. Et donc, du coup, ce sera plié. Donc, il va falloir très vite redresser la trajectoire. Et la difficulté que vous connaissez bien dans vos différentes interventions, mais que vous connaissez aussi dans l'interaction entre les responsables politiques et les citoyens, et que vous connaissez dans vos actions, c'est que la radicalité du propos, la radicalité de l'appel, ça peut aussi bloquer une partie des gens qui disent c'est trop pour moi. Julien ? Tout d'abord, en écoutant tout le monde échanger, est-ce que s'engager, c'est déjà pas être radical ? Peut-être une première question, et est-ce que ça amène une réponse ? Je ne sais pas. Mais déjà s'engager, je pense que quelque part, c'est être radical. Et dire qu'on s'engage aussi, c'est être radical. Moi, pendant longtemps, comme vous l'avez dit, j'étais sportif de haut niveau. J'ai créé une fondation pour la protection des espèces menacées et de leur écosystème. Et pendant longtemps, je n'ai pas communiqué. Pour différentes raisons. Peut-être parce que, comme disait Maxime, le sport a une influence, le sportif a une influence. Et je ne me sentais pas légitime en tant que sportif à communiquer sur cet engagement. Aujourd'hui, je communique et j'ai envie de m'engager un peu plus. Et à chaque fois que j'entends des gens qui sont engagés, j'ai envie de m'engager un petit peu plus. Et je pense qu'il faut tous les degrés d'engagement pour pouvoir faire avancer aussi. Je pense qu'il faut des gens qui donnent des coups de poing dans la fourmilière, qui disent non, d'autres qui soient plus mesurés. Et évidemment, sur le thème de l'environnement, voilà, je pense qu'il faut avancer vite et que chacun amène sa pierre à l'édifice. Voilà, mais cette question... Mais en même temps, pour convaincre vos clubs sportifs, les clubs sportifs de requérir votre label, vous devez aussi user de persuasion. Oui et non. Deux, trois polémiques dans le monde du sport. Qui a Mbappé il y a quelques jours, ou il y a une semaine ou 15 jours, bref, sur une conférence de presse. Karim Benzema avec une vidéo où il fait le tour du monde en jet, je sais pas quoi, plein de voitures. La Coupe du Monde au Qatar. Il y a quelques années, tous ces sujets-là passaient inaperçus. Personne ne s'offusquait qu'on fasse une blague sur le réchauffement climatique. Personne ne s'offusquait qu'il y ait une Coupe du Monde de hand en 2015 au Qatar. Bon, il y a eu très peu ou très peu de militants, tout du moins. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société. Et donc, les clubs, les événements sportifs, les gestionnaires de sites sportifs avec qui on travaille voient aussi la pression sociale qui est en train de s'exercer. Hugo ? Il y a deux éléments. On s'engage et on est radical dans son engagement quand on porte un projet de société qui n'est pas le projet de société le plus dominant et le plus accepté. Et aujourd'hui, la vraie problématique qu'on a, et pour revenir aux questions environnementales qui sont éminemment importantes, c'est qu'aujourd'hui, personne, très peu de gens, et moi le premier, on a beaucoup de mal à s'imaginer ce que veulent dire les rapports du GIEC.
On a de très bons scientifiques qui travaillent sur des sujets très très importants comme l'habitabilité de la planète Terre. C'est quand même un petit peu important. Et c'est assez compliqué pour nous de se rendre compte que ce qui se passe dans les 5-10 prochaines années, grand maximum, c'est de se dire comment est-ce qu'on va... Est-ce que plus tard, la Terre va être habitable par la vie, les hommes et toutes les autres toutes espèces, et nous les premiers. C'est assez compliqué de s'imaginer ça, de le faire rentrer dans un logiciel, et derrière, en face, de produire des choses qui nous permettent de vraiment trouver une solution à tout ça. Et là-dessus, on a deux voies possibles, à mon avis. Une première que l'on voit beaucoup, et qui est celle qui nous fait peur dans le mot radicalité. C'est le repli vers toujours plus de sécurité. On va se mettre en sécurité, on va se replier sur soi. Il y a des gens qui avaient vu ça il y a très très longtemps déjà, en se disant mais en fait on va être toujours un petit peu plus individualiste, on va toujours un petit peu plus penser à soi. Et cette radicalité-là qui nous envoie vers le populisme, qui nous envoie vers les nationalismes, est très mauvaise. En revanche, il y en a une autre, et c'est celle-là, à mon avis, et quand on parle d'engagement et d'engager ces deux dont je parle, c'est toutes ces belles initiatives qui doivent venir d'un petit peu partout, qui doivent venir des gens qui sont au pouvoir, des citoyens, des entreprises, des gens qui ont un peu d'influence sur des gens ou pas du tout, pour se dire comment est-ce qu'on va faire pour vivre ensemble et pour essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus long. Et c'est ce dont on n'est pas sûr de pouvoir mettre en place. Et ça suppose des changements de mode de vie, de comportement pour chacun, qui sont assez radicaux de fait, et donc on n'est pas sûr d'avoir envie de sauter dans la piscine en premier. Enfin, on attend de voir comment nagent les autres. Il y a toujours une étrangeté dans l'engagement radical aux yeux des autres, et sans doute que vous en êtes régulièrement le témoin. Sœur Marie-Élie, vous recevez à la basilique des enfants, des jeunes, des touristes, 11 millions de touristes par an, je crois, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et j'imagine que beaucoup se disent, mais comment est-ce qu'on peut abandonner les lacs et les montagnes de la merveilleuse région d'où vous venez, même si sur la météo, on pourrait discuter de son côté accueillant, mais c'est très beau, pour venir en plus s'enfermer. Parce que c'est ça aussi la vocation des bénédictines du Sacré-Cœur. Vous êtes cloîtrés, vous accueillez des gens, mais vous vivez une vie de communauté. Cette étrangeté, vous la rencontrez chez ceux qui viennent vous voir ? Oui, et je pense que pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est trop pour moi ou c'est pas pour moi, je pense qu'il y a surtout une question de choix, mais qui rejoint aussi ce que vous disiez pour la question environnementale aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un choix à poser, et quand on choisit, ça veut dire qu'on renonce. Et donc pour nous, oui, on renonce à fonder une famille, on renonce à une carrière, mais on renonce pour quelque chose de plus grand. Et je pense qu'il y a pas mal de parallèles aussi dans les questions d'environnement. Oui, notre choix de vie peut paraître mystérieux et salé parce qu'en fait, on reçoit un appel, Dieu nous appelle, donc on répond à cet appel. Un appel qui nous demande de quitter notre pays, de fait d'avoir une vie qui est cloîtrée, de par les vœux qu'on prononce, d'accepter de posséder, par le vœu de pauvreté, de faire ce qu'on veut par le vœu d'obéissance. Donc il y a quelque chose de radical, mais qui est pour quelque chose de plus grand et qui pour nous c'est le plus grand amour de notre vie, d'avoir été choisi, d'avoir pu répondre à cet appel. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a une réelle question sur la question de choisir et de renoncer. Je voulais juste donner un petit exemple. On parlait de radicalité, de nos changements de mode de vie. Il faut qu'on se rende compte concrètement quel impact ça a de se dire on va atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça nous paraît très loin. Globalement, ça veut dire, si on essaie de le rapprocher un tout petit peu, ça veut dire qu'il faudrait qu'on baisse de 5% nos émissions carbone chaque année. 5% chaque année, ça veut dire en gros l'équivalent du Covid. Donc
donc l'équivalent de l'année 2020. En 2020, on a abaissé la consommation au global de la planète Terre en carbone de 5%. Donc ça voudrait dire, en termes de... Si on veut atteindre cet objectif, il faut qu'on s'y mette dès maintenant et que chaque année, on ait un impact qui soit l'équivalent d'un Covid supplémentaire. Un Covid supplémentaire. Donc ça veut dire, on a un premier Covid qui nous fait énormément changer nos habitudes. On est toujours en confinement. Et on a encore un deuxième choc l'année d'après. Et puis en troisième choc l'année d'encore après. C'est très dur, c'est très radical, on y retrouve. Et donc au bout de 6 ans, on arrête de brûler le pétrole. Et donc on est dans les clous, effectivement. Non, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que dire qu'on s'engage, c'est déjà radical. Enfin, ça fait 20 ans que je bosse avec des boîtes qui disent toutes qu'elles s'engagent. Total dit qu'ils s'engagent. Hein. Donc, non, c'est absolument pas radical. Enfin, je pense vraiment que... Et d'ailleurs, je pense qu'on se noie là-dedans, hein, qu'il y a un danger à... Enfin, on parlait tout à l'heure ensemble du Grenelle de l'environnement. Moi, j'étais en 2008, je revenais d'un long voyage dont je rentrais à la voile parce que je voulais déjà plus prendre l'avion. Et en gros, j'étais tout feu, tout flamme. Mais c'est cool, on dit qu'on va réduire les pesticides de moitié entre 2008 et 2015. On a pris 19% entre 2008 et 2015. On n'a pas divisé par deux. Donc, ce que je veux dire, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et en la matière, franchement, on commence à en avoir avalé quelques-unes. Donc, c'est une première chose. Sur la deuxième chose des couleuvres, hein, ce que je voulais dire aussi, vous parliez tout à l'heure, tu disais, Hugo, d'un engagement mais radical, mais mesuré. OK, mesurons. On mesure. On regarde vraiment ce qui se passe. Et donc on compte ce qui compte vraiment. 60% d'espèces en moins. Chaque année, on continue d'augmenter le carbone. Donc non, notre radicalité n'est pas suffisante dans ce cas-là. Il va falloir aller plus loin. Et moi, pour garder l'optimisme dans tout ça, pour garder la foi, pour garder la flamme, qu'est-ce qui me meut, à part les vaches, c'est de pouvoir... désolé. C'est de voir à quoi pourrait ressembler le monde dans 30 ans. Et franchement, je suis pas sûr que dans 30 ans, on puisse encore avoir 200 000 avions à un instant T dans les airs. Parce que c'est ça, hein, aujourd'hui, là, en ce moment, il y a 200 000 avions qui volent. Et c'est pas possible. Par contre, les gens auront toujours besoin, envie de se déplacer, et c'est normal. Et donc, je suis certain qu'il y aura du vent dans 30 ans. Donc, accompagnons les gens et accompagnons la transition pour que demain, eh bien oui, on puisse prendre le temps d'aller faire un grand voyage une fois dans sa vie, 3 fois, 5 fois dans sa vie, mais pas tous les ans, pas pour 15 jours. Et donc, partons à la voile. Et donc, c'est ce qu'on a monté avec Sailcop. Mais pareil, hein, il faut être radical. L'autre projet sur lequel je travaille, c'est replanter des arbres. Il faudrait planter 25 000 km de haies par an en France. On en plante 2005, d'accord, 10%. Et on en arrache 11 000, donc on est à moins 8 500 au lieu de plus 25 000. Donc on va complètement dans le mauvais sens. Il faut planter des milliards d'arbres. À un moment ou l'autre, il faut lancer le truc, quoi. Et puis, donc, on peut dire, on va faire le plan de relance, par exemple, en France, c'est 50 millions pour planter des haies. On va planter 5000 km. Enfin, il n'y a rien de radical là-dedans. Et il n'y a surtout aucune logique, enfin, aucune continuité, aucune vision, quoi. Il faut, comme le disait Hugo, se projeter et savoir ce qui nous arrive. Vous vous souvenez de cette histoire de la météo, la d'Evelyne Delia, qui en 2014 s'amusait, elle a fait un truc le 1er avril, elle a dit « Oh, regardez, c'est la météo », et à la fin, ils ont dit « Non, c'est ce qui pourrait arriver en 2050 si jamais on continue ». En 2018 ou 2019, on a surclassé le truc. C'est juste dingue, ça s'accélère à une vitesse folle, et on a l'impression que ça passe au-dessus, et que, bon, voilà, il y a d'autres sujets. Mais le vrai sujet, c'est que les générations qui arrivent et qui sont absolument pas responsables de ça vont être de plus en plus radicales. Hein. Moi, j'espère que ça va rester dans la non-violence. Et je fais partie d'Extinction Rebellion, qui est une organisation totalement non-violente, festive, joyeuse. Mais le risque, c'est que ça bascule dans la violence, quoi. C'est le sujet de la radicalité et des deux façons de voir la radicalité, ou des deux types de radicalité dont vous parliez, parce que en écoutant Jérôme Chartier tout à l'heure, la recherche d'une troisième voie, c'est justement pas suivre des radicalismes, peut-être faut-il le dire ainsi, qui menacent aujourd'hui aussi bien en politique, en religion, dans tout un tas de domaines, et qui sont pour le coup assez mortifère. Et est-ce que la frontière entre l'engagement militant radical ou l'engagement social radical et puis un radicalisme qui serait nocif, elle est claire, cette frontière ? Je suis pas sûr d'avoir totalement cerné les contours de la question. En revanche, je voulais juste rajouter un truc, et je l'ai noté sur ma main, il y a une des personnes les plus radicales actuellement, c'est le pape François.
Enfin, vous lisez l'encyclique du pape, Laudato Si, il n'y a pas un écologiste qui a fait un bouquin plus percutant, plus puissant. Enfin, merci. Et on voit, hein, ça fait peur aux gens, puisque on voit que tout le monde ne l'accueille pas de la même manière, ce bouquin, et ce pape d'ailleurs. Mais il y a un moment où il va falloir être aussi radical que ce qu'il préconise. Je pense que je rebondis là-dessus. Effectivement, il y a un passage dans l'encyclique où il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée. Il est possible de vivre intensément avec peu. Et je pense que de fait, par l'engagement, je mettrais aussi le mot fidélité avec engagement. Et peut-être que l'engagement, que même il y a des moments où c'est radical, mais c'est aussi dans la fidélité quelque chose de durable. Et de fait, de se dire, mais l'engagement pour nous dans le vœu de pauvreté, mais de vivre cette sobriété à laquelle appelle le pape François, dans nos choix de vie, et je l'espère avec une fécondité à la fois dans la communauté des saints, mais aussi bien concret dans les témoignages. Je rebondis sur les sujets de tout à l'heure. Je crois que l'engagement est avant tout un choix, et je crois que c'est quelque chose d'important qui... Comment ? On l'a pas, le choix. Sur ce sujet-là, mais notre sujet, c'est l'engagement. Sur ce sujet-là, évidemment, sur l'environnement, on n'a pas le choix, mais si on parle de l'engagement au sens large, c'est un choix. Et c'est un choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ou qu'on renonce ou qu'on ne renonce pas. Et chacun fait les choix qu'il souhaite. Et sur la radicalité, chacun aussi choisit de mettre son degré d'engagement et de radicalité. Et je veux faire un parallèle avec l'engagement, radicalité et l'aventurier. Des gens faire le tour du monde à pied, c'est une aventure quelconque. Ou partir sur c'est une aventure quelconque. Et d'autres personnes passer le pas de la porte, c'est déjà une aventure extraordinaire. Et je trouve que ce parallèle est important. Et du coup, cette radicalité, chacun met sa radicalité comme il l'entend et comme il a eu son éducation, comme il a appris de la vie, comme il a envie de le percevoir et de le mettre. Et je pense qu'on a besoin, à tous les degrés, encore de radicalité. Mais je pense qu'à partir du moment où on prend un engagement, et je redis ce que je viens de dire, qu'on prend un engagement et qu'on l'annonce et qu'on se bat dans cet engagement, qu'on soit radical ou pas radical, c'est déjà être radical. S'engager aujourd'hui, ça paraît aussi à contre-courant. Si on lit les études sociologiques, elles nous expliquent que les jeunes générations ne veulent pas s'engager, et toutes les associations vous diront qu'il faut proposer des temps courts pour les bénévoles parce que les gens veulent bien s'engager pour 1 mois ou 3 mois, mais pas pour 30 ans. Et ça fait du bien justement de prendre le temps d'échanger plutôt que de lire un tweet de 30 mots ou une interview où on a juste un résumé et de se faire une opinion là-dessus. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi, avec cette idée qui veut que les jeunes ne s'engagent pas. Je pense qu'au contraire, ils n'ont jamais été autant engagés. On en voit, alors, on parle de génération climat, il y en a énormément qui partent en manifestation, etc. C'est sûr que la forme de l'engagement a changé. C'est sûr que ce qui pouvait se faire avant sur des engagements de long terme, avec quelque chose où on était fidèle à... alors ça pouvait être en parti politique, en syndicat, une association qu'on suivait pendant très longtemps. Cette forme-là d'engagement a pas mal évolué. Par contre, aujourd'hui, on a une vraie évolution sur ce que j'appelle la quête de sens, avec toujours en toile de fond cet enjeu environnemental, et avec moi les gens de ma génération, et moi y compris, la première question que je me pose, c'est comment est-ce que je vais vivre quand j'aurai 30, 40, 50 ans ? Il y a quelques dizaines d'années, on était en train de se demander à quoi ressemblera le monde en 2020. Et là, vous faites tous une petite image mentale de à quoi ressemblait le monde en 2020 quand vous avez posé la question dans les années 70-80 par exemple. Et on voyait des voitures volantes, une terre avec des choses un petit peu vert, un petit peu blanc, on pollue plus, on n'a plus besoin de travailler parce qu'il y a des robots qui le font pour nous. On va se reposer la même question aujourd'hui pour 2040, 2050. On a plutôt une image. Alors on voit quoi ? On va voir des catastrophes naturelles, on va voir des incendies, on va voir de la pauvreté, on va voir peut-être des guerres. En tout cas, c'est un petit peu ce qui nous attend. Et ce dont on a l'impression, ce qui nous attend, et j'ai en plus de ça une mauvaise nouvelle, c'est que ça va probablement être pire que ça. Alors, c'est sûr que c'est compliqué
de se projeter. Et là-dessus, il y a deux voies. Il y en a qui partent en grande crise existentielle, et je les comprends, où c'est très compliqué de se dire mais à quoi bon faire quelque chose si c'est pour, dans 10 ans, me retrouver dans un monde pourri. Et puis il y en a d'autres qui choisissent cette voie-là, ils sont très nombreux, et qui essayent d'inspirer, de s'inspirer, et de trouver des solutions, de trouver des réponses. Et je pense que j'ai fait le tour de mon niveau. Et c'est ce qu'on retrouve dans vos différents engagements, qui sont évidemment très divers, on l'aura bien noté, c'est cette idée que formulait sœur Marie-Élie, c'est de s'engager. Alors dans votre cas, c'est un appel de Dieu, mais dans tous les cas, pour quelque chose de plus grand que soi, pour un but qui vous dépasse et qui est donc... qui peut être d'intérêt général, qui peut être d'intérêt mondial pour toute l'humanité, qui peut être... Mais c'est l'engagement qui dure, c'est aussi celui qui est pour quelque chose qui vous dépasse. Il faut une forme de transcendance, il faut se laisser transcender. Et en l'occurrence, si on revient sur le sujet qui est le mien, pour de vrai, c'est systémique. Moi, j'en veux pas au mec qui prend l'avion 4 fois par mois. J'en veux au système qui fait croire. J'en veux au système qui fait croire à ce mec que c'est nécessaire qu'il prenne l'avion 4 fois par mois, alors qu'en fait non. Et surtout que c'est délétère. Donc c'est ça le sujet. Donc pour moi c'est systémique, et donc je reviens sur ce que disait, encore une fois, sur ce que disait Hugo, c'est que c'est radical, parce que la racine du problème c'est le système. Il faut changer le système. Et moi en tant qu'entrepreneur, je passe ma vie à rencontrer d'autres entrepreneurs, et je me dis mais tant que tu bouges pas vraiment les lignes, c'est-à-dire que t'as pas bougé la ligne soit de la loi, soit de la marge d'action, c'est que t'as pas changé les choses. Et comme on sait que le système tel qu'il est aujourd'hui, il fonce droit dans le mur, si tu changes pas les choses, c'est que tu fais partie t'es dans le mouvement, quoi. Et donc il faut être, à mon avis, aujourd'hui beaucoup à vouloir bouger les lignes et faire en sorte qu'on puisse entreprendre différemment. Et donc pour ça, il faut compter différemment. Sinon, les entreprises, elles n'ont aucune espérance de vie. Alors c'est une question difficile à formuler, mais puisque vous avez le micro, Maxime, et qu'on arrive bientôt à la fin de notre échange, la question c'était, l'engagement doit-il être radical pour être fécond ? J'aimerais vous demander à tous les quatre, qu'est-ce que vous espérez comme fécondité de votre engagement, en quelques mots. Mais Maxime ? Non, mais nous, ça fait plein de petits... Enfin, moi, ça fait 10 ans, donc un des trucs que je sais faire, c'est embarquer des gens, la bascule, etc. Et c'est que ça fasse des petits, quoi. Et en gros, là, les basculeurs, ils sont déjà plusieurs centaines. Le Tour Ferme d'Avenir, il y a 1000 fermes d'avenir. Voilà, il y a 100 000 personnes qui prêtent sur Bluebees. Donc moi, c'est ça, c'est faire effet de masse, parce qu'on a besoin d'être beaucoup. Hugo ? Moi, c'est faire ma part. Faire ma part pour essayer de répondre aux différents grands enjeux, grands thèmes qu'on a déjà évoqués. Et le deuxième, parce que je trouve ça très important, et c'était aussi un de mes objectifs devant vous ici, c'est aussi inspirer pour qu'il y en ait d'autres qui puissent se dire oui, finalement, c'est pas forcément simple, mais l'engagement nous apporte beaucoup. Moi, il m'apporte énormément, il me porte beaucoup. Et c'est aussi inspiré pour qu'il y en ait d'autres qui se disent bah tiens, moi aussi peut-être que dans ma passion, dans ce que j'ai envie de faire, je peux m'engager, je peux passer ce petit pas, mettre le petit pied dans la porte pour finalement y être happé entièrement. Et très concrètement, la fécondité de votre mandat, idéalement ? C'est une question très compliquée, mais moi, idéalement, c'est préparer mon territoire à tous les grands enjeux qui arrivent et à toutes les grandes crises qui arrivent, et pourquoi pas essaimer ailleurs. Julien ? C'est faire bouger les lignes, engager un maximum de monde autour de nous, utiliser la puissance du sport pour être moteur, on en parlait tout à l'heure avec Maxime, c'est utiliser cette puissance du sport et ce rôle qui devrait être modèle pour engager, pour faire bouger les lois, les partenaires, toutes les parties prenantes du monde du sport, et sur les territoires, pour changer nos modes de fonctionnement quelque part. Et peut-être faire ma part un petit peu. Je crois à la fable du colibri. Donc, voilà. Il faut de la radicalité, mais il faut de la patience aussi pour convaincre et pour faire comprendre ce qu'on souhaite porter avec d'autres. Ouais, il faut de la patience aussi pour élever ses enfants, et je crois que l'engagement aussi, c'est ça.
c'est aussi un engagement, certes. Sœur Marie-Élie. Je pense que je dirais que c'est un double niveau. Un niveau d'abord plutôt caché qui va soutenir dans la prière, qui va soutenir tout ce qui se fait, qui se voit peut-être plus, mais qui va être sous-tendu par cette vie de prière. Mais aussi dans le témoignage, je pense là pour le coup dans la radicalité du don de notre vie, dans l'accueil de tous ceux qui viennent de nos sanctuaires, qu'on puisse être témoin de l'espérance. On a parlé beaucoup de que ça va mal. Oui, ça va mal, mais en même temps d'avoir ce regard de foi et d'espérance qui permet de continuer de poursuivre la route. Et il nous reste 3 minutes, un petit jeu. Maxime, qu'est-ce que vous trouvez de positif dans l'engagement radical de votre voisine ? Je pense que prendre le temps de réfléchir et de penser est quand même absolu, et de méditer est absolument fabuleux pour les personnes qui le vivent et pour leur entourage, parce que je pense que ça apporte des bonnes ondes, ça apporte une forme de sérénité aussi. Ok, de toute manière, le résultat ne nous appartient pas. Il passe ce qui se passe. Essayons de vivre le moment qu'on a à vivre le plus paisiblement possible, le plus calmement possible, avec de l'amour, parce que c'est quand même ce qui est renvoyé. Donc merci, parce que sans amour, de toute manière, il n'y a plus rien. Donc merci. Sœur Marie-Élie, qu'est-ce que vous trouvez de positif dans l'engagement radical de votre voisin Hugo ? Alors, je suis désolée, je reviens sur la jeunesse, mais j'étais assez impressionnante tout à l'heure quand on a fait connaissance justement de prendre un tel engagement si jeune. Donc, je trouve ça vraiment un engagement radical. Je trouve ça vraiment très, très, très beau, très grand. Et de pouvoir mettre cette énergie où il y aurait pu avoir tellement d'autres choses à faire à 20 ans. Et vous disiez tout à l'heure ce que ça vous demande, mais je trouve ça vraiment magnifique de mettre votre jeunesse au service de la politique. Hugo, sur Julien ? Moi, je dirais que ce qui m'impressionne peut-être un peu le plus, c'est d'avoir réussi à convertir cet engagement total qui est celui dans sportif de haut niveau. Et j'en suis très très loin, et donc ça m'impressionne encore plus, en engagement pour d'autres causes, d'autres valeurs derrière, et réussir à avoir passé entre guillemets, ce cap-là, en se disant mais qu'est-ce que je vais faire après ? J'ai été très engagé et je continue de m'engager pour autre chose parce que ça doit être viscéral. Je trouve ça très beau. Julien, sur la radicalité de Maxime ? Je ne sais pas si c'est radical, mais non, mais j'ai aimé tout à l'heure, on a pas mal échangé, et j'ai aimé les questions qu'il m'a posées, et il bouscule intelligemment parce qu'il connaît parfaitement son sujet, et je crois qu'on a aussi besoin de personnes qui connaissent parfaitement le sujet, qui ont réfléchi, qui ont travaillé, et qui sont capables de poser les bonnes questions, parce qu'on a aussi des radicaux qui ne connaissent pas forcément le sujet, mais je crois que Maxime, c'est tout le contraire. Et donc, merci. Merci à tous les 4.